Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques, réfléchir autour de questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Dans cette émission, nous réfléchissons au Congo. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, demain et après-demain, pour que même si nous sommes absents, que nos enfants trouvent un pays où il fera plus beau qu'avant pour vivre. C'est pour ça qu'on dit un grand merci de la sympathique attention que vous nous accordez. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur CCTV, nos partenaires de prédilection, à Brazzaville et aux environs. Et vous nous suivez via Internet sur petertiani.rdc.tv. Donc si vous voulez avoir cette émission, tapez sur YouTube Peter Tiani RDC en un mot, .tv. Vous avez cette émission avec toujours un public des intellectuels. Ils sont étudiants, ils sont chercheurs, ils sont assistants, ils sont venus réfléchir pour l'avenir du Congo. À qui je dis bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? On a faim ou ça va bien? Mal. Ah, si ça va, applaudissez pour vous-même. Voilà, je comprends avec la crise économique. Une nouvelle émission, un nouvel invité. Vous avez eu peut-être le temps de le suivre. Il a l'expression facile. Il est le porte-parole d'un parti important, République démocratique du Congo, de l'opposition. Monsieur Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, Mouvement de Libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Sous vos applaudissements. Installez-vous. Monsieur Jean-Jacques Mamba, rebonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte bien. Mieux. Bien. Porte-parole du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Il a été reconnu coupable, condamné dans les tout prochains jours. Que devient le parti si Bemba est copé de 30 ans, 50 ans ou à perpétuité? Nous n'en sommes pas encore là, mais il faut reconnaître, il faut savoir que le parti c'est une institution. Le parti a des structures et le parti a vocation de traverser les âges. Ça veut dire que après nous, peut-être que 50 ans après, le parti va continuer à exister. Et donc dès lors que nous rencontrons notre idéal de combat et que nous continuons à batailler pour le réaliser, il n'y a pas de souci, nous soutenons notre président national. Et je vais éviter tous les commentaires par rapport à ce que vous venez d'évoquer, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas reçu un jugement écrit le condamnant. Et voilà. Le fait qu'il ait été reconnu coupable déjà, il est disqualifié même pour les élections, candidat président, il faut oublier. Vous savez, nous sommes en procédure d'appel. Jusqu'à preuve du contraire, il jouit de la présomption d'innocence parce que l'appel est suspensif du verdict que vous avez entendu. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous attendons. Et cette disqualification ne pourrait être effective que si et seulement si nous avons le jugement final. Nous n'en sommes pas encore là. Donc laissez-nous croire que les choses vont se dérouler de la meilleure manière. Ça vous fait comment d'être porte-parole d'un parti qui a l'ancrage national, de la trempe du MLC? Ce que ça me fait personnellement, non, je pense qu'il y a des efforts que nous fournissons, moi en tant qu'individu, les militants, les structures du parti, pour continuer à faire passer un message. C'est une responsabilité qui est la mienne, non seulement de continuer à suivre la ligne du parti, parce que finalement, je ne suis que transmetteur, je ne suis qu'un vecteur au fait de l'idéologie et de la volonté du parti à un moment X. Exactement, un porte-parole. Et c'est une responsabilité que de transmettre fidèlement ce qui m'est demandé de faire. On vous prend où, vous qui parlez bien comme ça? Avant vous, il y avait Germain. Où est-ce que vous sortez d'où en fait? Nous avons un pays formidable. Je crois qu'il y a des étudiants ici, il y en a autant qui peuvent être éloquents. Où est-ce que le MLC va vous chercher? C'est nous qui cherchons le MLC. C'est-à-dire que nous cherchons. Moi, vous venez d'où? Ça fait 10 ans que je suis au MLC, donc j'ai intégré le parti. Vous ne comptez pas avant, Mais vous savez, nous sommes une institution, c'est des fourmis. Je veux dire que, comme disait un certain musicien, Nzetambi, là, à chaque fois que les gens partent, il y a de nouvelles gens qui arrivent. Après nous, il y aura encore des gens. Donc je n'ai pas la prétention de penser que je suis meilleur ou moins bon que ceux qui sont passés avant moi.
Mais voilà, c'est comme ça. Après moi, il y aura d'autres personnes. Je ne vais pas vous allez partir comme ceux qui sont partis avant vous, comme celui qui était avant vous, nous allons évoluer qui est dans le maintenant parti. devenu le chantre de Kabila. Vous aussi. Nous allons évoluer dans le parti. Donc je n'étais pas porte-parole, aujourd'hui je le suis. Peut-être que demain je vais évoluer dans le ministre parti. au gouvernement et vous. Non, je parle de l'évolution dans le parti. Vous tournez les dos à Jean-Pierre Bemba. Non, le gouvernement, il faut y aller dignement. Il faut y aller dans le cadre d'un combat politique, dans le cadre d'un suffrage universel. Les gens qui étaient avant vous ont dit la même chose, mais ils sont partis. Hein. Dans le cadre de la ligne du parti, c'est possible. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à nous parce que nous sommes quand même un parti, la deuxième force politique de l'opposition. Je pense qu'avec un peu de patience et beaucoup de travail, nous arriverons à notre objectif final qui est de gérer pour améliorer le bien-être des Congolais. Vous n'allez pas décevoir Jean-Pierre Bemba, comme ceux-là qui ont traversé de l'autre côté. Hein. Je ne parlerai pas de moi, heureusement qu'on n'est pas là pour parler de moi. En ce que je c'est question publique. Hein. J'ai fait 10 ans au parti et je pense avoir encore plusieurs années à faire. Et donc, en ce qui me concerne, je suis là. Quand vous regardez jamais comme il était là avant vous, aujourd'hui c'est le kabiliste 100%, vous avez Thomas Louaka, vous avez François Mwamba, mais vous avez beaucoup de gens qui étaient avant vous, hein, que j'ai reçus comme ça, qui ont aussi parlé, mais aujourd'hui on se pose la question sur le jour et la nuit. Peut-être demain aussi ce sera la même chose pour vous. C'est un peu triste de voir des jeunes brillants comme Germain Kambinga qui disait il y a quelques années que rien n'était fait dans ce pays, que M. Kabila ne méritait pas d'être président. Aujourd'hui dit que M. Kabila est visionnaire, mais c'est un peu triste, hein. C'est aussi ça la politique et je crois qu'on en parlera parce que nous avons plusieurs, on dit que l'opposition est plurielle mais nous en avons 3. Donc nous avons une opposition systématique, une opposition situationnelle et une opposition factuelle. Maintenant ceux qui se retrouvent dans l'opposition... Opposition systématique, situationnelle et factuelle. Factuelle, systématique, voilà. C'est que... Au fait, dans l'opposition systématique, vous avez des gens qui s'opposent à un système, c'est-à-dire qui perdent une élection, qui se retrouvent dans l'opposition, qui ne sont pas d'accord avec le mode de gestion d'une majorité qui gère, et qu'à un certain moment, ces personnes se disent, bon voilà, nous allons batailler pour aussi proposer une alternative crédible. Ça s'inscrit dans la durée, c'est quand même assez long, et le MLC est inscrit dans une opposition systémique. Maintenant, une opposition factuelle, c'est un peu comme le G7, c'est-à-dire qu'il y a un fait, les gens sont dans la majorité pendant 10 ans, et ils constatent que le président de la République veut modifier la Constitution parce qu'il ne veut pas partir. Ils deviennent automatiquement opposants, mais pas sur l'ensemble du système, sur l'ensemble de la gestion, mais sur une question, sur un fait. Quel est le fait? C'est la lettre que le G7 a écrite au président de la République pour dire qu'on aimerait qu'on respecte la Constitution. Pourquoi? Parce que le G7 avait son candidat et voulait bien que M. Katumbi devienne candidat et président de la République. Donc si M. Katumbi n'avait pas quitté la majorité, il serait le dauphin de M. Kabila. Ces personnes ne seraient pas dans l'opposition. Donc c'est une opposition factuelle qui est liée à un fait bien précis. Par contre, rappelez-vous bien que en 2011, lorsque nous sommes passés de 2 tours à 1 tour, vous saviez qui était le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'était, il me semble bien, M. Mwando. Et donc déjà prendre une telle décision ou cautionner une telle décision, c'est présager les dysfonctionnements que nous vivons aujourd'hui. Donc, ça, c'est une opposition factuelle. Pour moi, je considère que c'est par rapport aux faits de la Constitution qu'ils sont devenus opposants, mais sinon, ils étaient d'accord sur l'ensemble du système pendant 10 ans, tout ce qui se passait, la même gestion, ils ont été d'accord. Alors que nous, dans l'opposition systémique, nous avons été contre le système depuis 2006 et nous sommes encore dans l'opposition jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, M. Kabila a respecté la Constitution 2011 parce que nous avons eu les élections après 5 ans. Donc, nous avons continué à être opposants. L'opposition situationnelle, c'est au fait une opposition de situation. Ça regroupe des personnes qui vendent des motions. Nous savons ce qui se passe dans ce pays. Ça regroupe aussi des personnes qui, à un certain moment, sont dans la majorité, sont dans l'opposition et demain peuvent facilement, sans vergogne aucune, se retrouver en train de dire que M. Kabila est visionnaire. Donc ça, vous avez déjà vu, vous avez pilogué par plusieurs exemples ici. C'est-à-dire c'est une opposition de situation. Et vous allez voir que des gens acceptent même de se renier, c'est-à-dire de dire des choses à un certain moment et dire tout à fait le contraire, simplement parce qu'ils se retrouvent en situation où il aimerait bien être à la place des gens qui gèrent, mais il est dans l'opposition. On trouve qui dedans? Je ne cite pas des noms, je crois que chacun se reconnaîtra. Vous avez cité Mwando Simba ici. Non, j'ai cité Mwando Simba en tant qu'autorité. Les autres, non, pour l'opposition factuelle. Attendez. Citez-nous aussi. Mwando Simba était président de l'Assemblée nationale et il est l'un des auteurs d'une décision gravissime qui a constitué le fait du glissement aujourd'hui, parce que nous n'avions pas eu des élections des sénateurs. Et l'opposition situationnelle. Non, ça c'est un groupe. Hein. Dans l'opposition situationnelle... Aidez les jeunes à comprendre les messages. Regardez, lorsque vous voyez un député, lorsque vous voyez un opposant qui, à l'année X, vous dit qu'il est contre un système ou qu'il est contre une personne, contre une manière de gérer, et à l'année X+1, il vient vous dire que c'est le meilleur système de gestion, c'est un opposant de situation. Il s'agit de qui, par exemple? Je ne sais à titre pas, exemplaire. Non, par aidez-nous respect, par l'exemple. Par respect. Par respect, vous avez cité Mwando Simba. Vous connaissez tous les jeunes, tous les opposants qui ont tourné Kazakh.
Vous connaissez toutes les personnes qui critiquaient M. Kabila, M. Matata, qui aujourd'hui sont dans la majorité. Au mamelle du pouvoir. Donc, j'aimerais que vous citiez vous-même les noms, parce que nous avons plusieurs exemples. En tout cas, moi, je n'ai pas cité Mondo Simba. C'est vous qui avez cité Mondo Simba. Oui, à raison, parce que c'est une décision gravissime qui va entrer dans les annales de l'histoire. Mais est-ce que c'est pas aussi gravissime de pouvoir dire une chose de son contraire? Vous m'aviez cité des noms ici, j'ai oublié les noms. Vous m'aviez parlé d'un nom là, d'une personne qui aujourd'hui... Rappelez-vous, vous avez quand même la mémoire. Non, j'ai oublié le nom, j'ai oublié. Donc on comprend que vous êtes assez embarrassé de citer vos Non, c'est pas respect, c'est un peu... Vous avez du respect pour eux. J'ai du respect pour ces personnes. Pas pour le Mondo Simba et autres dans l'opposition. Je le respecte aussi. Eux, ils sont dans l'opposition factuelle. Alors la meilleure de toutes ces oppositions? C'est l'opposition systémique, celle du MLC, celle de l'UDP. Je vais vous donner un exemple. M. Tshisekedi, quand il a quitté M. Mobutu, c'est pas parce qu'il voulait devenir candidat. Il a quitté M. Mobutu parce qu'à un certain moment, il a considéré que le Mobutisme était une dérive. Et il a commencé à combattre Mobutu, pas parce qu'il voulait être candidat à la présidence de la République, mais parce qu'il commentait des antivaleurs. Mais si le combat du G7, c'est parce que M. Katoum veut devenir président. Mais sinon, vous prenez la gestion du Katanga, vous prenez les 10 ans avec M. Kamita qui était au ministère du Plan, un vaillant, un homme que je respecte parce qu'il est intellectuel, il est très très intelligent, qui aujourd'hui devient porte-parole de M. Moïse Katumbi. Moi, je peux me poser des questions. Donc, ce que je dis, c'est que c'est une situation de fait. Là, il n'y a pas de respect de constitution, nous devenons opposants parce que nous voulons le pouvoir, mais ce n'est pas une opposition systémique parce que vous êtes dans le système, vous avez fait 10 ans dans le système et vous n'avez pas fait des lettres par exemple pour dire M. Kabila, voilà les fonctionnaires sont mal payés, M. Kabila, voilà les policiers gagnent moins de 100 $. Vous envoyez des courriers simplement parce qu'il y a le fait de la constitution et donc moi je pense que c'est une opposition factuelle. De la candidature de Moïse Katumbi? Je pense qu'il est congolais, il est libre comme tous ceux qui sont là, comme vous-même ou peut-être moi à postuler. Maintenant il appartiendra à ceux qui vont tailler les profils, c'est-à-dire l'organisation de l'opposition, pour voir dans quelle mesure on peut avoir un profil intéressant. Mais en ce qui Parce que vous n'avez pas déjà des candidats, Jean-Pierre Bemba est déjà déclassé. En ce qui me concerne personnellement, j'aimerais que nous suivions le modèle du Sénégal, parce que j'estime que nous avons eu pendant 3 décennies des autodidactes et nous voyons les résultats. Donc j'aimerais bien qu'on puisse un peu voir dans quelle mesure on peut revoir les critères d'accession à ce type de fonction, de sorte que nous apportions beaucoup de qualité et de surcroît... Le MLC vous soutiendra qui? Parce que Jean-Pierre Bemba n'est pas là. Je suis porte-parole du MLC, la question n'a pas encore été traitée et je vais vous dire pourquoi. Pour la bonne et simple raison que, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes même pas sûrs qu'à bonne date, c'est-à-dire en décembre 2016, en novembre 2016, nous aurons ces élections. Donc je pense que le plus grand combat... avec le pouvoir qu'il n'y a pas élection? Le plus grand combat... Non, nous bataillons pour qu'il y ait élection. Le plus grand combat que nous devons d'abord, le plus grand obstacle, c'est de faire fléchir la majorité sur sa responsabilité à organiser les élections dans les délais. Dès que nous aurons franchi ce cap et que nous aurons une date pour le dépôt des candidatures, je pense que l'opposition s'organisera pour présenter un candidat. Mais sachez aussi que comme en France ou comme dans certains pays, je prends par exemple en France le Parti républicain, il y a 16 ou 17 candidats pour les primaires. L'idéal, c'est d'avoir un candidat unique, mais ce n'est pas, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une fatalité, parce que bon, finalement, qu'est-ce que va nous présenter la majorité comme candidat? On risque d'avoir une bataille dans l'opposition. Ça veut dire que la majorité aujourd'hui n'a pas de bilan à défendre, et donc je vois très mal un gars de la majorité passer et gagner les élections. Est-ce que ça, c'est pas de la politique de l'autruche? Vous ne voulez pas voir devant le MLC, puisque vous n'avez pas de candidat, le vôtre il est déjà à la CPI, et maintenant vous ne pouvez pas soutenir un candidat potentiellement gagnant. Mais est-ce que nous sommes à l'heure des candidats ou nous sommes à l'heure... Qu'est-ce qu'on fait? Hier, M. Kabila... Ma question est la suivante. Voilà. Le G7, c'est Katumbi. L'alternance pour la République, où vous êtes de la dynamique. Hein? Le MLC de la dynamique, mais aussi une bonne dose de ceux de la dynamique maintenant dans l'alternance pour la République, hein, qui soutiennent Katumbi. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que la démarche elle est bonne ou elle est mauvaise? Non, nous sommes dans un pays démocratique et moi je respecte leur démarche. Ce que nous disons au MLC, c'est que il faut hiérarchiser les priorités. Quelle est la priorité actuellement? Nous sommes en face d'un gouvernement qui a organisé le chaos pour qu'il n'y ait pas d'élection et que nous soyons devant une situation de fait par la désinterprétation de l'article 70 pour permettre à M. Kabila de rester en place jusqu'à l'organisation des élections, ce que la Constitution ne permet pas. Donc, dès lors que vous avez en face de vous des manipulations du genre dialogue, vous avez en face de vous des personnes qui vont voir la Cour constitutionnelle tout en oubliant que la même Cour avait nommé des commissaires spéciaux, donc elle risque de nommer un président spécial intérimaire, on se dit, la volonté est beaucoup plus déterminée dans le chef de la majorité de rester au pouvoir en violation de la Constitution. Et ça nous préoccupe. Je ne vois pas comment on va entrer dans une guerre de leadership et de candidature dès lors que cette question-là n'est pas vidée et nous avons du chemin à faire par rapport à cela.
Donc cette démarche-là, vous la désapprouvez? Nous ne la désapprouvons pas, nous l'observons, mais nous disons que nous, au MLC, nous sommes quand même un parti. M. Katumbi n'a pas de député, M. Katumbi n'a pas de parti politique, M. Katumbi n'a pas présenté de projet de société. Nous avons un projet de société, nous avons de la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Nous avons de l'avenir en tant que parti politique et donc nous faisons les choses selon notre ligne. Et notre ligne, c'est de dire... Nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un qui vient... Nous avons commencé à dire, et cela fait 10 ans que ce pays était mal géré. Nous n'avions pas attendu les élections ou le fait d'avoir un candidat, de ne pas d'avoir un candidat pour le dire. Donc nous continuons sur cette ligne et cette ligne nous permet de constater que le pouvoir cristallise la violation des textes. Donc si nous n'avons pas vidé cette question, je ne vois pas comment nous pouvons nous tirailler sur une question de candidature. Mais en ce qui me concerne, comme nous sommes une génération sacrifiée, moi je le dis pour mes enfants, j'aimerais que le président de la République ait une certaine hauteur intellectuelle, de telle sorte que nous soyons à l'abri des insuffisances qui ont caractérisé les 30 dernières années. Il a cette hauteur intellectuelle ou pas? Bon, je pense que quand il présentera son CV, on le saura. Hein. Je sais pas pour l'instant, selon les informations en votre possession. Oh, ça, je vous dis que je ne me suis pas trop intéressé à la question, mais je ne pense pas qu'il est en mesure aujourd'hui de prouver qu'il a, à part son cursus professionnel, qu'il est en mesure de prouver qu'il a les outils intellectuels nécessaires pour faire face dans un débat contradictoire, par exemple avec M. Matungulu, ou avec M. Bemba, ou encore avec M. Kamita, qui le soutient. Donc aujourd'hui, s'ils entrent dans un débat avec M. Kamita, tout son porte-parole, qui a été 2 fois au ministère du Plan, président de l'Assemblée nationale, donc il est vraiment outillé intellectuellement, je ne pense pas qu'il peut tenir une discussion, mais maintenant, comme je le dis, il n'a pas encore présenté son CV, on l'appréciera au moment opportun, mais bon, je ne suis pas là pour parler de M. Moïse, je le respecte en tant que tel. C'est l'actualité, d'ailleurs il fait l'objet de l'acharnement selon tous ceux qui soutiennent Moïse Katumbi par rapport à tout ce qui se passe. Le ministre de la Justice a instruit le PGR d'ouvrir une enquête pour le recrutement de mercenaires et Katumbi a été visité par les forces de l'ordre. On veut l'arrêter selon les informations. Comment vous décryptez ce bras de fer entre Katumbi et bon, pour moi c'est des querelles de famille. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de questions sur lesquelles on peut enquêter dans ce pays. Il y a les Panama Papers, il y a le fait de la gestion des provinces. Il y a beaucoup de faits aujourd'hui qui peuvent être analysés par le procureur général de la République pour mettre, entre guillemets, en tôle, comme l'avait promis le chef de l'État, tous les mauvais gestionnaires. Donc ce qui se passe avec M. Moïse et sa famille politique, laissez-moi vous le dire, ça ne me concerne que très peu. Mais c'est l'actualité, hein? Oui, mais je veux dire, ce sont des querelles familiales. Que vous pouvez peut-être soutenir. Ce sont des querelles familiales, comme disait M. Mende. Je le cite, un créateur ne peut pas avoir peur de sa créature, et donc je suppose que le créateur est en train de faire de la misère à sa créature. Donc ça, c'est leur problème, je ne vais pas commenter beaucoup. Et s'il a des démêlés avec la justice, eh bien, la lumière sera faite par rapport à ces questions-là. Il y aura peut-être l'apport du MLC en tant qu'opposant pour un candidat de l'opposition. Non, la question n'est pas d'actualité. Il est certain que ce pays a besoin de qualité, que ce pays a besoin des personnes qui vont aller de l'avant en termes de réflexion, en termes d'action, pour améliorer le quotidien des gens. Ça, c'est certain. Maintenant, il faut un profil, parce que nous avions vu, ça fait 30 ans que nous avons des autodidactes, et que ça pose problème par rapport à la symétrie qui existe entre notre potentiel, l'un des pays les plus riches d'Afrique, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons. Ce n'est pas une question simplement de diplôme, mais cette asymétrie-là doit nous faire réfléchir sur les nouveaux choix pour les prochaines générations. Nous devons choisir autrement, nous devons réfléchir autrement. Et moi, je pense que si on ne l'a pas fait pour nous, qui avons fini nos études dans des conditions difficiles, qui ne travaillons pas, qui avons des problèmes, faisons-le au moins pour nos enfants. Et c'est une responsabilité qui est la nôtre, et moi, je prends la mienne. Qu'est-ce qui reste de la dynamique aujourd'hui, après la création de l'alternance pour la République? Écoutez, la dynamique n'a jamais été une plateforme électorale. La dynamique, c'était une cohésion, une conjonction de forces pour faire respecter la Constitution. Et je pense qu'au niveau de l'AR, que je pense au niveau du G7 et même au niveau de la dynamique, au niveau du Front citoyen, cette problématique reste intacte et elle nous unit. Nous avons une cohésion par rapport à cette question-là. Donc, la question serait de savoir qu'est-ce qui reste de ce combat. Et moi, je vous dis que ce combat est tout à fait entier, même si on a une impression d'émiettement par rapport aux velléités. La dynamique est émiettée. Ça, c'est par rapport à des stratégies électorales, mais je pense que nous restons unis sur la question du 3e mandat de M. Kabila et la non-modification de la Constitution. Nous sommes sur cette question-là très Dernière question, avant d'avoir le public. Joseph Kabila était hier à la CENI, il y a quelques jours. Il a pris sa nouvelle carte. Il faut recenser le nouveau majeur.
est visiblement difficile d'organiser les élections dans le délai. Il faut un dialogue pour ça, pour lever des options. Que pensez-vous de cette problématique? Mais je pense que M. Kabila, aidé par 2011, par la non-organisation des élections des sénateurs et des gouverneurs, a traîné les choses en longueur à dessein. Le chef de l'État a initié son dialogue le 29 mai 2015. Entre le 29 mai 2015 et la date d'aujourd'hui, nous avons écoulé 12 mois pour qu'il se présente à la CENI. Cela veut dire quoi? C'est que pendant le dialogue, lorsqu'on parle de la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs, c'est une question technique. Il n'y a pas des opposants qui diront on doit commencer par A et finir par B, la majorité qui va dire on va commencer par B ou finir par A. Ça, c'est d'abord quelque chose qui est réel. Ça veut dire que c'est une question technique et aussi administrative, parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas de document d'identité dans ce pays, et ce n'est pas l'OIF qui est venu pour nous expliquer comment on devait enrôler nos nouveaux majeurs. Ce n'est pas l'OIF qui est venu nous dire que vous saviez, en 2011, il y avait des enfants qui avaient 14-15 ans, et après 3 ans, ils auront 18 ans. Ce n'est pas une information de l'OIF, donc c'est de la responsabilité du gouvernement de le faire progressivement depuis 2011 en considérant que la carte d'électeur, c'est en même temps un document d'identité. Donc s'ils ne l'ont pas fait et que le président de la République lance des consultations en mai 2015 et qu'il se présente à la CENI une année après, je comprends que c'est fait à dessein parce que le chef de l'État ainsi que son équipe n'avaient pas trouvé autre parade que de ne pas organiser les élections dans les délais pour rester le plus longtemps au pouvoir. Vous n'allez pas rencontrer Kodjo, vous persistez ici, pas de dialogue. Nous l'avons rencontré, nous sommes l'un des partis de la dynamique. J'ai oublié que vous l'avez rencontré en catimini d'ailleurs. Ce n'est pas en catimini parce que nous sommes allés lui dire. Vous êtes allé à l'encontre de la décision de la dynamique. Voilà. Nous avions une démarche singulière qui consistait en le fait. Catimini. Je continue. Je vous laisse le mot, la paternité du mot. Nous sommes allés lui expliquer, visu ou en face, les raisons pour lesquelles nous n'allions pas aller au dialogue. Nous n'avions pas voulu qu'il soit notre porte-parole au niveau de l'Union.